Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, écoute Mathilde, on est là pour parler, pour découvrir un petit peu ton parcours scolaire, puisque tu es danoise et puis tu as aussi étudié en France. Donc ça va nous permettre un petit peu de comparer les deux systèmes éducatifs. Si tu pouvais d'abord te présenter et puis nous parler de ton parcours scolaire au Danemark. Bien sûr, mais je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Et je suis danoise. Et je suis danoise-suédoise. Donc ça, c'est aussi un petit nuance là. Mais oui, j'ai presque toujours habité au Danemark. J'ai que fait mes études presque à Copenhague, sauf quelques mois à Paris, à la Sorbonne. Mais oui... je fais le collège, lycée, puis l'université ici. Donc, je commençais à Ordrup, que vous avez visité. Et est-ce que vous voulez que je présente un peu sur l'expérience Oui. Ok. Donc, en vrai, je commençais... je ne sais pas si vous savez, mais au Danemark, on commence... dans un petit... c'est pas un crèche, mais c'est pas comme... parce que l'école commence très tôt en France, mais c'est pas exactement la même chose au Danemark, mais je pense que vous le savez, non? Sur l'école non, sur l'école maternelle, parce que nous c'est l'école maternelle, je pense, dont tu parles, où les enfants vont à l'école de 3 à 6 ans. Oui, exactement. Et c'est pas du tout la même chose au Danemark parce qu'on commence à l'école quand on a 6 ans, je pense. Mais avant, on est dans son petit... comme un crèche un peu, où il y a les... Est-ce qu'il y a ces mots en français, pédagogue? Alors, ces mots, on n'a pas ces mots en France, ou en tout cas, ils ne veulent pas dire la même chose. Non. Mais toute cette semaine, on a beaucoup entendu ce terme de pédagogue. Oui, c'est parce que c'est très important pour ce système scolaire au Danemark, parce qu'on est toujours avec... on a toujours les adultes, les rôles des adultes qui sont là pour les enfants, mais pas dans une manière de... il faut apprendre quelque chose. C'est pas une éducatrice. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est pas l'enseignant, pas quelqu'un qui doit t'apprendre quelque chose. C'est pas un prof. Et qu'est-ce que vous faites en particulier avec ces pédagogues avant de rentrer vraiment à l'école proprement dite? On joue, on fait les différents jeux, on apprend plein de choses, mais c'est beaucoup sur l'image, les figures, les différentes choses comme ça. Donc on apprend à socialiser avec les autres enfants. D'accord. Et dans une manière bien. Donc ça, c'était... ouais, quand on a 4 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans, un truc comme ça. Et puis on commence à l'école proprement. Et puis... oui, j'ai commencé à Maglgårdsskolen, donc pas Ordrupskolen. Et là, dans ce moment-là, il y avait un mouvement qui s'appelait SCOP. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'était un mouvement que les profs ont commencé pour qu'il y avait plus de travail, de groupe, et pour que les enfants étaient plus libres dans le cadre de l'enseignement. Et donc, C'était 2001, 2002 ? Oui, donc tout à fait. Tout à fait. Donc, quand j'ai commencé à l'école, c'était toujours dans un cadre de faire les travaux du groupe. Et le but, c'était qu'on pouvait travailler avec tout le monde. Et ça, c'était plutôt bien, je trouve, parce que ça se passe bien. Tu parlais des débuts des années 2000. Oui. Il y a eu beaucoup au début des années 2000 où il y a eu beaucoup de travail en groupe. Il y a eu vraiment une tendance qui est arrivée à ce moment-là. Oui, tout à fait. Là, je crois. Un mouvement qui s'appelait SCOP.
Donc ça veut dire pousser en français. Donc oui. Bon, je me souviens que c'était plutôt bien, parce que dans ces moments, il fallait vraiment travailler en groupe avec tout le monde. Il y avait beaucoup d'activités aussi, donc il fallait aussi faire beaucoup de sport, des trucs comme ça, les jeux, comment on dit ? Oui, les jeux, pour que c'était drôle d'être à l'école. Aussi, mais vous avez sûrement parlé de ça déjà, mais dans le système scolaire ici au Danemark, c'est aussi c'est très libre pour les étudiants. Donc, comme vous savez déjà, je pense, on ne dit pas vous, prof, on dit pas madame, monsieur. Donc, je me souviens toujours avoir dit Søren ou le prénom de quelqu'un. Et ça a été... oui, je me souviens que c'était vraiment une temps très sympa pour moi. J'ai beaucoup aimé tous mes enseignants et j'avais aussi beaucoup de respect pour mes enseignants, même s'il n'y avait pas cette... hiérarchie. Oui, exactement. Donc c'est ça que j'aime le plus avec le système scolaire au Danemark, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais on peut dire que c'est la liberté dans un cadre de respect, peut-être. Donc, des responsabilités aussi. Donc, les enseignants apprennent les enfants d'avoir beaucoup de respect pour, bien sûr, pour leurs supérieurs, mais aussi... pour leur père, entre eux. Pour tout le monde, c'est un peu ça, les concepts, mais aussi, ils leur apprennent... comment on dit, l'indépendance, de prendre les décisions eux-mêmes, mais aussi pour tous les dissertations, les petites tâches qu'il faut faire quand on est petite aussi. Il fallait aussi choisir librement, parfois pour les sujets. Et ça, c'était cool aussi parce que comme ça, on se sent un peu indépendant, un peu adulte. Et donc, il n'y a pas... oui, parfois, les gens pensent, OK, peut-être c'est un peu le chaos, que tout le monde peut choisir librement ce qu'il veut faire. Mais parfois, c'est aussi très, très bien parce que je pense que je me sentis très indépendante, oui. Et j'ai senti aussi que l'enseignant avait beaucoup de confiance en moi pour que je pouvais choisir librement et tout ça. Donc c'était très très bien, très positif. Et donc oui, c'était cool. Et puis j'ai changé l'école parce que l'école était un peu... bon, je n'ai pas trop aimé l'ambiance quand j'avais 13, 14 ans, mais ça n'avait rien à voir avec l'école. C'était juste parce que j'étais dans la même classe que mon frère. Ah oui, voilà. C'était un peu bizarre quand même. Ah oui. Donc j'ai changé et puis c'était plus ou moins la même expérience. C'était cool. Et j'ai bien aimé. Donc après quand tu es arrivé à Ordrup, tu es resté combien de temps? Jusqu'à 18 ans? J'ai resté plus ou moins 2 ans. 2 ans, je pense, parce que là, à ce moment-là, il faut aller à lycée. Et il faut choisir encore quelle école où on veut faire ça. Et c'était à Ordrup. Donc c'est pas la même institution, mais c'était très proche. Et ça, c'était une expérience un peu mélangée parce que je pense que tous les enseignants étaient très très bien. Et là, on choisit, comment dire,
line, on dit ça en danois, on choisit un chemin un peu. Et là, j'ai choisi culture internationale. Donc j'avais l'anglais et allemand et danois comme mes sujets cours primaires, on peut dire, plus importants. Hein. Et puis, après, j'avais les petits cours pas très importants comme maths, chimie, des trucs comme ça. J'avais ça pendant 6 mois et après, c'était fini. Mais là, c'était cool que je pouvais choisir aussi librement si je voulais avoir le maths. Il fallait avoir pour un niveau petit, parce que c'est pas possible de ne pas avoir du tout, donc il fallait le prendre. Donc je faisais ça, oui, pendant 6 mois. Non, peut-être c'était un an, mais ça va, c'était cool, ça va. Et oui, je pense que c'était très très bien pour moi que je pouvais choisir les cours que je voulais avoir. Et il y a aussi les électives. Donc on peut, ce sont des cours qu'on choisit. Les options. Oui, exactement. Mais c'est quand on est en train de faire ses études, ok, il faut choisir entre ces 3 cours. Donc là, je choisis, je pense... il y avait plein de choses, mais la musique et... Art plastique ou design, on a vu oui, aussi. exactement. Donc j'ai choisi la musique. Et puis, pour ne pas avoir le maths en niveau plus haut, j'ai choisi la géographie. C'était horrible de quelque chose avec les pierres. Non. Ah, géologie. Oui, mais c'était horrible. Oui. J'ai vraiment pas aimé, mais bon, c'était nécessaire pour ne pas avoir le maths. Donc, il y avait les petits choix chaque année. Mais oui, au lycée, je sais pas. Au lycée, il y a aussi beaucoup d'indépendance. Donc, mais aussi dans un cadre de responsabilité pour chaque étudiant. Donc, au lycée, il faut avoir un pourcentage il ne faut pas avoir trop d'absences. Parce que si on a ça, on ne peut pas finir l'année. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème parce que j'étais très... Assidue. Oui. Oui, j'étais toujours là. J'avais un peu l'angoisse d'avoir l'absence parce que c'était sérieux. Hein. Il fallait parler avec, comment on dit Student counselor. Non, la directeur. C'est le directeur. Si vous êtes absent. Oui. Et il était... lui, c'est... Oh. Ah oui, on l'a vu en photo. Oui. S'il fallait faire une conversation, il a vraiment dit dans le micro, Mathilde va à la nanana. C'est jamais passé pour moi. Ça m'est jamais arrivé. Et tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de hiérarchie, c'est un cadre qui est très respectueux, etc. On a aussi vu que les enseignants, semble-t-il, s'intéressent aussi beaucoup à l'élève, à ce qui lui arrive, parlent beaucoup à l'élève, même de sa vie, comment ça va dans sa vie. Oui. Ça sort du cadre scolaire, en fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai plein d'enseignants je ne dis pas qui a changé ma vie, mais presque. Parce que j'ai aussi eu des enseignants horribles. Parce que, oui, mais à Maulekosskolen où j'étais, premièrement, parce que moi, j'ai un problème avec les... je suis pas dyslexique, mais j'ai un problème avec les numéros et les maths. Dyscalculique. Oui, moi j'ai ça.
Et du coup, C'est pour ça que t'aimes pas les maths. oui, exactement. Mais le truc, c'est que normalement, ça a été bien. Si quelqu'un m'a dit que en fait c'est normal de parfois être bien un truc comme les maths, tu vois. Mais j'avais une enseignante qui était, excuse-moi, mais c'était une connasse. Mais Non. non, mais vraiment, elle m'a dit, Mathilde, tu vas jamais arriver à faire quelque chose dans ta vie parce que c'est si bête. Et tu vas jamais arriver à faire le maths. Tu vas jamais progresser dans l'autre classe. Là. Donc elle m'a dit ça pendant 3 ans, un truc comme ça. Et après, on se sent vraiment nul. Et puis, j'étais, mais ok, je vais jamais arriver à faire quelque chose dans ma vie. J'étais genre, je vais rater ma vie, blablabla. Et du coup, après, j'avais des autres enseignants qui m'a vraiment, qui m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et aussi, quand j'avais des problèmes personnels dans ma vie, ils ont vraiment parlé avec moi pour savoir si j'allais bien. Et c'est ce qui est très normal dans les cadres scolaires au Danemark. C'est vraiment si l'enseignant voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un étudiant, il demande ok, est-ce que ça va chez toi, est-ce qu'il y a un problème, donc et c'est égal les sujets, si c'est chez l'étudiant ou si c'est avec des amis, un truc comme ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes internes dans les classes. Donc quand j'ai grandi, j'avais quelques problèmes. On dit quoi Harcèlement. Pas vraiment harcèlement, mais Intimidation. oui, un peu. J'avais quelques problèmes avec ça et j'étais un peu timide. J'ai toujours été très moi-même. Et c'est pas très cool quand on est dans les petits... oui, c'est ça. Donc j'avais vraiment les enseignants qui m'ont aidé beaucoup, qui m'ont aidé et qui n'ont pas dit ok, il faut juste que tu te changes. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont juste dit des mots vraiment encourageants tout le temps. Et aussi j'ai des enseignants au lycée qui m'ont vraiment aidé à finir tous les cours parce que j'allais vraiment pas bien vers les fins. D'accord. Donc, je suis vraiment reconnaissant à ces gens-là parce qu'ils m'ont vraiment aidé à finir tous mes cours. Oui, parce que ouais. Parce que aussi au lycée, il y a trop de cours en vrai. Et maintenant, quand j'en pense, c'est vraiment waouh, c'était beaucoup. En même temps, d'avoir si beaucoup de disciplines. En même temps, parce que moi j'ai aussi, et c'est quelque chose que j'ai appris après, quand j'avais 23 ans, j'ai appris que j'avais les ADD, donc c'est comme les ADHD. Ah, c'est les troubles de l'attention. Oui, mais pas avec les trucs hyper. Je suis pas comme ça. Non, je suis pas comme ça. Donc, le problème que j'avais, c'était tout le monde en pensait que j'ai pas fait attention à ce qu'ils ont dit, ou que j'étais un peu bête ou un peu. Mais en dans vrai, la lune, quoi. Oui, c'est ça. Et non, en fait, c'est juste parce que j'ai ADHD. Donc voilà. Donc c'est un peu ça qui a fait tous mes troubles dans le système scolaire. Et du coup, mais heureusement que j'avais beaucoup d'enseignants qui m'ont compris, qui m'ont vu vraiment comme j'étais. Donc c'était cool. Et au lycée, il y a des student counselors, enfin... Oui. Tu as eu affaire à ces personnes-là ou pas? Tu as eu Oui, j'ai parlé un peu parce que l'enseignant d'anglais était aussi student counselor.
Et du coup, elle a vu que j'allais pas bien. Et parce que une fois, j'étais très engagée dans le milieu de musique. Donc, je faisais aussi le musical et les trucs comme ça. Donc, j'avais beaucoup de trucs. Et comme j'avais cette truc que je savais pas dans ce moment-là, attention disorder, je savais pas. Je pouvais pas vraiment gérer tous les trucs. Donc, elle a vu que, parce qu'elle a aussi fait le musical. C'était elle qui était directrice de ça. Oui, donc elle a vu que Mathilde, ça va pas en fait parce que t'as pas rendu tes trucs et t'as l'air comme si très pâle. Oh là là. Et du coup, on a parlé et elle a annulé tous les examens pour toute ma classe. Bah oui. À grâce de moi. Donc ils m'ont aidé beaucoup et tout le monde m'a aimé donc cette période. Bien sûr. Oui. Et donc dans tes difficultés, est-ce que tu as, parce qu'on a vu ce matin et tout au long de la semaine qu'il y avait l'aide, les élèves aident beaucoup les élèves en fait, hein. Et toi, est-ce que tes camarades t'ont aidé aussi? Oui, mais Tu peux dire non hein, si c'est non. je pense que dans cette période de ma vie, j'avais pas beaucoup de confiance en moi. D'accord. Parce que je pense que c'est un âge très difficile. Ah ben oui, Donc 16 ans, 17 ans. Et je pense que tout le monde se sent très... comment on dit c'est... tout le monde est un peu... je pense que personne n'a confiance en soi dans ces périodes. Et du coup, aussi avec les Tianos que j'ai eues, apparemment je garde tout pour moi. D'accord. Donc je voulais pas perdre le visage, si c'est un truc qu'on dit en... Oui, la face. Hein. Oui, c'est ça, perdre la face. Oui, parce que c'était trop difficile de dire en fait, je pense que je suis bête. Parce qu'on a tous les autres trucs et on veut sortir avec les gens, oui, bien sûr. faire la fête et tout ça. Donc oui, c'était difficile. Donc je parlais un peu avec quelques de mes camarades, mais pas vraiment. D'accord. Et ce matin, on a pu voir ce matin qu'au primaire, en fait, tout est basé sur le travail en groupe et le vivre ensemble. Voilà, c'est surtout vivre ensemble et avoir des compétences pour être ensemble. Est-ce que le travail en groupe, tout ce qui est coopération, collaboration, est-ce que ça suit toute votre scolarité au Danemark ou c'est vraiment juste aux bases de l'éducation? Non, ça suit presque pendant toute la vie, non? Parce que aussi au lycée, on a fait plein de travail en groupe, toutes les discussions en classe, c'est en groupe aussi. Donc quand on vient dans la classe, c'est vraiment ok, on a les questions pour le livre, on a lu, blablabla, et du coup on parle ensemble et puis en classe. D'accord. Dans les petits groupes, hein. Et oui, c'est aussi comme ça à l'université. D'accord, ça continue tout le long. Oui, et aussi, maintenant que je travaille aussi dans une entreprise, c'est la même chose. Donc, on travaille beaucoup en groupe. Il n'y a pas beaucoup d'individus seuls, quoi. Et vous travaillez aussi beaucoup à l'oral, en fait. On a remarqué qu'il y avait peu de traces écrites à la fin de vos cours et que nous, en France, les élèves prennent souvent des notes. On a l'impression que si l'élève n'écrit pas, on n'a pas fait le cours qu'il fallait, en fait. Et vous, on a l'impression que c'est beaucoup d'oral, quand même. Je pense, oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, parce que je pense qu'on apprend beaucoup mieux si on est active et si on parle, oui, bien sûr, avec l'enseignant, mais aussi si on parle avec les camarades, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris dans les textes, dans les maths, je sais pas, l'histoire, c'est beaucoup mieux de parler en groupe et au lieu d'être dans l'ordinateur et écrire. Donc, on va pas se souvenir tout ça, non. Ça va pas rester.
Et est-ce qu'on peut revenir sur le statut que tu as là en fait, toi? Donc toi tu es étudiante mais tu travailles parce qu'on n'a pas. Oui. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis étudiante. Je fais ma licence de français, lettres et littérature. Et puis maintenant je suis dans le master et je fais. C'est quoi en français? C'est plutôt c'est le marketing et la communication envers la France, plus ou moins. D'accord. Et aussi, je travaille dans une entreprise, pharma, où je suis une personne de communication. Donc, j'écris avec les patients parce qu'on fait les clinical trials. Donc, on a les clients comme Novo, et Pfizer, AstraZeneca. Ah ouais. Donc, on fait l'engagement avec les patients pour ces trials. D'accord. Donc, l'entreprise ne fait pas le truc de pharma, c'est juste trouver les gens qui veulent faire ces trials. Et tu vas être embauchée par cette entreprise tout le long de tes études, c'est ça en fait? Pas nécessairement, mais je suis là maintenant parce que c'est cool, parce que je fais la traduction et je fais le travail de communication, donc je fais plein d'articles pour les patients. Aussi, je fais les trucs pour la communauté pour les patients, au Danemark et aussi en France un peu. D'accord. Donc c'est cool. Mais pas nécessairement pour tout le master parce qu'on ne sait jamais. Oui, alors justement, puisqu'on parle de toi étudiante, est-ce que tu peux nous expliquer finalement comment ça fonctionne au Danemark, cette fameuse, puisque tout le monde en parle en ce moment, cette fameuse bourse pour les étudiants au Danemark? Oui, bien sûr. C'est assez simple en fait. C'est quand on a 18 ans, on a le droit de recevoir l'aide de l'État. Et puis, c'est à peu près c'est un peu moins de 1 000 €, mais c'est presque 1 000 € qu'on reçoit de l'État pour étudier, pour faire les études. Donc ça peut être lycée, ça peut être l'université, ça peut être les trucs un peu plus... tous les études en fait. Et on reçoit ça pendant toute la période on est étudiant. Même si ça va jusqu'à 27, 28 ans? Oui. Ou ça s'arrête à un moment donné? C'est une bonne question, mais je pense que si on a été étudiant plus que 10 ans, un truc comme ça, c'est un peu... Oui, ça s'arrête pendant un moment si on a fait plein de pauses, des trucs comme ça. Donc, oui. Mais c'est très bien parce que ça permet l'étudiant à payer son loyer et être un peu plus tranquille et puis avoir un travail à côté. Et donc, c'est bien. Donc, on ne travaille pas pour survivre, quoi, mais juste pour... Oui, donc ça, c'est très, très bien. Et oui, tout le monde est sous au Danemark, même les étudiants étrangers. Ah aussi. Mm. Ah bah voilà, on va venir faire nos études. Mais du coup, on travaille pas pour survivre. Et tu le disais tout à l'heure, on travaille. C'est un peu une condition nécessaire à une future embauche finalement. Oui, tout à fait. Le truc, c'est qu'au Danemark, quand il y a les conditions très très bien pour vivre, pour tout, hein. On a vraiment la qualité de vie supérieure au Danemark. C'est vraiment impressionnant. On est regardé comme un peu l'aide si on n'a pas commencé à travailler assez tôt. Donc, je pense que j'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Un peu moins, non, 14 peut-être. Dans un petit boutique et puis dans un magasin de vêtements. Et puis, comme ça, je travaillais dans plein de restaurants, des trucs comme ça. Et oui, dans
si on veut avoir un vrai job, un vrai travail après les études, c'est vraiment important qu'on a fait les petits travaux administratifs dans les entreprises et pendant l'éducation, vraiment pendant les études. Donc il faut, pendant le bachelor, la licence, pendant la licence et pendant le master, il faut vraiment travailler dans les entreprises. Donc sinon, ça sera presque impossible de trouver un vrai travail après. D'accord. Et du coup, pour les entreprises, voilà, c'est normal, elles réservent des postes pour les lycéens, les étudiants. Oui, tout à fait. Oui. Pas pour les lycéens. C'est après le lycée, on peut trouver les vrais postes, on peut dire. Ouais. Donc après lycée, il y a plein de personnes qui sont des. Est-ce que vous avez ce mot en français, picoline? Non. Ok, c'est quand on fait les petits trucs administratifs dans une entreprise. Et donc, c'est comme être réceptionniste un peu. Donc, il y a plein de personnes qui font ça pour travailler un peu avec Excel, les trucs comme ça, faire les cafés, les trucs. Oui. Et puis... Oui, mais on réserve vraiment les places pour les étudiants parce que comme ça, les entreprises, parce qu'ils ne veulent pas faire les trucs ennuyeux comme faire le café, bien sûr. Ils ne veulent pas faire les trucs Excel ennuyeux, très ennuyeux. C'est pas trop cool de faire ça si on est dans une position plus haut, je pense. Donc, tous les trucs un peu... c'est pour les étudiants et du coup c'est bien parce que les étudiants apprennent plein de choses, de faire ces trucs administratifs et plus ennuyeux et bon c'est un peu the premise. Et donc après, là tu as fait des études en France. Oui. Dans quel cadre et puis combien de temps aussi? Pour apprendre le français, j'étais à l'Alliance française, donc c'était pas vraiment. Et puis j'ai fait un semestre à la Sorbonne, dans les 5e à Paris. Mais c'était lettres modernes. Mais oui, mon expérience pour apprendre les français, peut-être c'est intéressant. Alors, l'Alliance française, c'était très positif en vrai, parce que j'ai vraiment bien appris le français. Après, je pense, j'étais là pendant 10 mois, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression aussi que la manière d'être enseignant à l'Alliance française est très différente que la manière d'être enseignant dans le système scolaire vrai en France, si on peut dire ça. Ouais. Parce que je dis pas que c'était comme au Danemark, mais presque. Parce que les enseignants savaient que c'était pas les gens français. Et donc c'était très, comment on dit, intuitive, oui, mais aussi j'avais l'impression qu'ils voulaient que les étudiants apprenaient vraiment le français, et c'est très sympa. Mais c'était aussi différent par rapport au Danemark quand on essaye d'apprendre une langue étrangère, parce que quand je commençais à apprendre le français, c'était en français. Vraiment en français, j'ai presque rien compris. Oui, parce qu'avant de partir en France, tu avais fait combien d'années de français avant? 0. Oui. Ah, donc, tu partais à... niveau... jamais étudié le français avant de partir en France? Oui, jamais. Donc c'était vraiment niveau le plus bas, horrible, quoi. Je savais dire bonjour, bonsoir. Oui. Comme Manu parle le danois, quoi.
C'est ça. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça pour tout le monde, non? Et tu logeais où en France? Et c'était à Paris. Mais dans une auberge de jeunesse ou dans une famille d'accueil avec d'autres étudiants? Premièrement, dans sa famille d'accueil. D'accord. Mais c'était un peu ennuyeux pour moi parce que c'était un couple très vieux. D'accord, ok. Et c'était très très sympa, très bourgeois. C'était une belle famille, mais c'était... Oui, il y avait l'interaction, mais c'était pas l'interaction que je cherchais. Et c'était vraiment un couple très très sympa. Donc après, tu as changé de famille? J'ai pas changé de famille, mais j'ai décidé de vivre seule, quoi, parce que c'était plus sympa pour moi, parce que après de vivre dans un cadre de presque mamie, Oui. c'était un peu bizarre, c'était comme oui. Vivre ton expérience comme tu voulais. Oui, c'est ça. Même si c'était vraiment sympa, j'ai appris beaucoup parce que je parlais avec eux et tout ça, mais bon, je voulais une expérience un peu plus jeune. Donc, mais c'était aussi très sixième, bourgeois, l'Alliance française. C'était pas vraiment un quartier parce c'était juste à côté de le jardin de Luxembourg et c'est vraiment sympa, mais c'est vraiment bourgeois. J'ai vu une fois Catherine Deneuve et là j'ai vu waouh. Ah ouais. Waouh, c'est un autre milieu là. Donc j'ai déménagé dans le 10e arrondissement parce que c'était plus moi. Il y avait plus de personnes. Oui, c'est ça aussi. Oui, les gens plus jeunes. Et j'ai commencé à travailler dans un resto à Bastille, donc j'étais un peu plus... Et pendant tes cours à la Sorbonne, est-ce que là tu t'es rendu compte du choc des cultures et des différentes façons d'enseigner au Danemark et en France? Tout à fait, parce que c'était un vrai choc pour moi, parce que premièrement, les étudiantes étaient très individualistiques. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, individualiste. Individualiste, oui. Donc, si on faisait le travail de groupe, c'est ce que je pouvais sentir pour les autres gens, n'était pas très cool. Ils n'aimaient pas trop faire les travaux du groupe. Et si on faisait le travail de groupe, c'était très important pour les étudiants français que tout le monde faisait partie du groupe. Bien sûr, c'est important que tout le monde contribue au groupe. Mais c'était vraiment avec les comment on dit, threats. C'est vraiment, si vous faites pas quelque chose, on va le dire à l'enseignant et on va te jeter du groupe. Là. Ça m'est jamais arrivé. Oui. Mais c'est vraiment un truc que les étudiants français disent. Et du coup, moi je dis, je suis là pour travailler, donc bien sûr, je travaille, je fais ma partie. Mais il y a vraiment, je pense que les étudiants français ne sont pas habitués à faire le travail du groupe. Donc, il y a ce sentiment de pas être, je dis pas tricher, mais pas être... oui, il faut avoir un équilibre parce qu'ils sont pas habitués. Et du coup, pour moi, c'était un peu choquant parce que ça fait partie de moi d'être dans un groupe. C'est presque mon identité, quoi. C'est vraiment danoise. C'est ça. Et du coup, aussi les enseignants, il y avait moins de... bien sûr, moins de liberté. Il fallait vraiment juste faire ce que l'enseignant disait, bien sûr. Et j'avais aussi l'impression que les enseignants n'étaient pas si heureux. C'est un peu déprimant de dire ça, mais j'avais l'impression qu'ils étaient un peu fatigués parfois avec leur travail parce que... Mais peut-être c'est aussi parce que c'était tellement... il y avait tellement de répétitions, c'était toujours la même chose.
Et moi, je voulais aussi être très fatiguée de mon travail si c'était monotone. Il n'y avait pas de changement dans la dynamique de l'enseignement. Donc c'était toujours l'enseignant dit quelque chose et on écrit les notes comme ça. Donc ça, j'en avais un peu marre parce qu'il n'y avait jamais le travail du groupe. Il y avait quelques enseignants qui ont essayé de faire le breakout rooms, de faire les groupes. Mais quand j'étais dans les breakout rooms, sur Zoom, les gens n'ont pas participé. Donc, ils sont pas... donc, moi, je mis le micro, je mis mon image et tout, les caméras, et personne m'a répondu dans les breakout rooms. Et j'étais étonnée parce que ça pouvait pas arriver au Danemark. Parce que j'ai vraiment été comme ça. Je pense que c'était un cours comme l'occitan. Oui, C'est l'Occident. Oui, ça c'est quand même un peu lourd. Il n'y avait pas d'autre choix. Donc c'était... Ouais. Et du coup, j'étais un peu comme... Ok, moi je pense que les Gascons... là. Et puis, il n'y avait rien. Je dis... Ah ok, s'il n'y a pas d'autres personnes qui a une opinion sur ça, je vais donner mon opinion. Ok. Donc, je parlais à personne. Et là, c'est dingue. Et là, après 3 cours comme ça, je me suis dit, ok, donc moi, je ne veux pas participer comme ça non plus. Et donc, il y avait vraiment des grands... très très grand difficulté aussi parce que pour moi j'aime bien de travailler en groupe et je pense que c'est vraiment dynamique, je pense que c'est créatif, c'est beaucoup mieux pour tous les étudiants parce que comme ça on apprend plein de choses et on apprend aussi des choses qu'on n'a pas compris avant et oui, j'étais un peu amère là. Ok. mais après ça, oui, j'ai appris grand chose, mais c'était chacun pour soi, un peu. Et ça, j'ai pas aimé. Mais je peux dire sur les enseignants, ils sont beaucoup plus durs en France qu'ici. Il n'y a pas aussi une grande différence, c'est qu'il n'y a pas de relation personnelle non plus. Donc on ne sait rien sur la vie de l'enseignant ou la vie de l'étudiant. Et ça c'est un peu bizarre pour moi. Et aussi, oui. Ça fait une distance. Oui, vraiment un power distance, non? Et ça c'est bizarre pour moi. C'est aussi bien de voir les différences, bien sûr. Et on apprend plein de choses de ça, mais la politesse pour moi c'est aussi parfois difficile parce que étant danoise, je suis très très laxe. Et du coup, donc de dire madame parfois aux messieurs, je l'oublie presque. Donc et j'ai vraiment pas envie d'être impolie non plus, donc dans un cadre danois, je suis vraiment pas impolie. donc parfois ça m'a fait un peu je suis vraiment désolée madame. C'est le choc des cultures. Là. Oui, c'est ça parce qu'au Danemark, c'est presque impoli de dire vous, de vous voyez, c'est presque est-ce que c'est un blague ou est-ce que vous vous sentez mieux que moi ou c'est un truc que pour la reine en fait. Donc elle dit toujours si on dit tu, elle dit est-ce qu'on était au lycée ensemble? Et là forcément non parce que on n'a pas le même âge. Non, on n'a pas le même âge, mais elle dit toujours ça. Mais pour moi, c'est un choc total, la politesse française. Mais oui, c'est différent. C'est vrai. Et
vous savez des choses, enfin les étudiants savent aussi des choses sur leurs enseignants. Les enseignants se livrent aussi beaucoup sur leur vie, des fois. Tout à fait, oui, tout le temps. C'est pas bizarre de savoir les prénoms des enfants de l'enseignant ou les maris. Parfois, j'ai été dans les petits, je dis pas fêtes, les petits trucs chez mes enseignants, dans leur maison, dans les trucs de Noël. Ouais, Siv, elle nous disait qu'une fois à Noël, elle était allée faire Noël chez une de ses enseignantes. Je crois que c'était une enseignante de... Oui, d'ordre. Ouais, d'ordre. Et je ne sais plus c'était de quelle discipline. Je ne sais pas si tu y étais toi aussi. C'était l'enseignante de danois. C'est ça. Oui, qu'on a vu d'ailleurs. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Hein. Oui, et Siv aussi avait beaucoup aimé. Sympa. Donc ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi... les enseignants peuvent vous inviter oui, tout à fait. Chez eux. Et c'était pas bizarre ou quelque chose non plus parce que je pense que les enseignants, c'est plein de choses de nous. Donc pourquoi pas savoir un peu sur l'enseignant. C'est aussi bizarre de pas savoir, je trouve. C'est parce que, oui, on se voit tout le temps. Donc je pense aussi c'est humain de savoir, ok, elle est en retard parce qu'elle a un petit bébé. Ok, ça va, c'est pas grave. Donc si on sait le prénom, ok, c'est mieux, c'est cool. Donc j'ai vu les photos des bébés, des petits enfants, les trucs comme ça, mes enseignants, et je pense que ça c'est humain, c'est bien. Et tu as des contacts aujourd'hui avec des anciens enseignants encore ? Oui, oui, beaucoup. L'enseignant d'anglais, j'ai beaucoup de contacts avec elle. Aussi, le directeur de ma lycée, j'ai beaucoup de contacts avec lui. Et j'avais un enseignant allemand que j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment le meilleur enseignant, mais malheureusement, elle est juste morte de cancer. Donc j'étais vraiment touchée par ça parce que c'est quand même des gens qui ont compté pour oui, exactement. Donc les enseignants au Danemark font vraiment une différence pour les étudiants. Donc j'étais vraiment touchée par sa mort. En vrai, c'était un grand choc pour moi. J'ai même pleuré parce que c'était une personne importante pour moi. Donc il y a plein d'histoires comme ça, mais oui. Et même l'enseignant des Danois, j'ai gardé contact un peu aussi. Et justement, après le lycée, est-ce que vous avez vous revenez au lycée régulièrement avec l'ancienne classe ou moi, est-ce qu'il y a une association ? Oui, parfois on peut. Oui, parfois, mais moi j'ai fait ça particulièrement parce que je faisais la comédie musicale et du coup on avait un choral aussi. Et donc on avait beaucoup de contacts avec les enseignants. C'est pour ça que je pense qu'on a le lien si fort. Parce qu'on a fait tout ça ensemble dehors de l'école. Donc on a investi beaucoup d'heures ensemble. Qu'on fait pas normalement, non. Mais donc je suis revenue presque chaque année, peut-être 2 fois par an. Au lycée pour un concert et j'ai même chanté quand est-ce qu'on dit les directeurs de lycée on dit proviseur. Oui, j'ai chanté quand il a pris sa retraite, je suis revenue pour chanter. Donc, Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de différent aussi. On a l'impression que le proviseur, c'est vraiment quelqu'un de très important dans le lycée, ou la proviseure, qui a une relation très différente en France. Hein. Oui, normalement c'est aussi comme ça, mais c'est plus humain. De père, de patriarche, comme ça. Oui, oui, mais je pense que c'est proviseur, c'est ça ? Ouais. Dans mon lycée, il y avait un proviseur. Il y avait un proviseur. Adjoint. Oui, c'est ça.
Et le proviseur adjoint était presque un ami pour moi. Et l'autre, il était plus lax. Le proviseur adjoint, c'était lui qui était très dur avec les élèves parce que c'était lui qu'il fallait faire les dures conversations si on avait trop de absence ou si on n'avait pas fait plusieurs dissertations, des trucs comme ça. Donc, le proviseur avait un rôle un peu plus symbole, en fait. Je sais pas ce qu'il faisait, en fait. Parce que tous les tâches vraiment dures, c'était l'autre qui a fait ça. Mais en tout cas, je suis revenue pour chanter pour les deux quand ils ont pris leur retraite parce que oui, normalement, on n'a pas un... Oui, parce que je pense que c'est très danois de ne pas avoir cette power distance qu'on a dans plusieurs pays. Donc, comme on n'a plus de questions, on te remercie pour les éclaircissements concernant la scolarité danoise et on te félicite parce que pour quelqu'un qui a jamais fait de français, qui a vécu 10 mois en France, tu as un français parfait, extraordinaire dans tous les niveaux de langue. C'est impressionnant. Donc merci à toi. Merci à vous. Merci.